Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième séance, donc qui est une séance de rappel par rapport à ce on aura fait au premier semestre. Donc on va revoir ensemble ce qu'est la stationnarité, donc le concept de stationnarité appliqué aux séries temporelles. Donc vous allez voir, il y a pas mal du coup de redites par rapport au premier semestre, mais étant donné certaines mauvaises compréhensions qui auraient pu avoir, enfin qu'on aurait pu détecter dans les examens, on trouvait essentiel de faire des rappels sur ce concept-là. Donc ça va être une séance relativement courte, axée sur une application des tests de racines unitaires avec Python. Donc voici le plan. Très simple, une introduction, définition et les conséquences d'une éventuelle non-stationnarité des séries temporelles. Une étude de cette non-stationnarité plutôt visuelle où on s'attardera à regarder les fonctions d'autocorrélation d'un processus. Ok. Et ensuite, on présentera trois tests ADF qui peuvent s'utiliser de façon, c'est des alternatives. Ensuite, une application que vous avez probablement déjà fait au premier semestre. Donc, mon collègue vous la représentera cette fois-ci. Donc, avant de commencer, donc on a décidé de tout regrouper dans une cellule. Donc, tous les packages qui vont être d'importance pour cette séance. Donc, toujours NumPy pour la gestion des arrays ou certaines fonctions, Matplotlib pour les graphiques, Panda pour les données, et surtout, vous avez vu, il y a pas mal de dérivés du package StatModel, donc qui sert à faire à la fois l'économétrie, les tests de diagnostic. Donc, vous voyez ici, vous avez diagnostic, etc., ou StatTools. C'est des sous-classes de StatModel qui permettent de faire les tests ADF, les tests d'autocorrélation, etc. Donc on charge tous ces packages dans une cellule, et puis pour éviter qu'il y en ait un peu partout, et dès qu'on refait tourner un peu l'ensemble du notebook, pour éviter qu'il y ait des problèmes d'exécution. La deuxième cellule ici, vous pourrez vous en servir. En réalité, c'est une fonction qu'on a appelée ici tsplot, que j'ai emprunté finalement à un blog blackharps.com, qui permet de faire des jolis graphiques en fait de séries temporelles avec un fond gris, un quadrillage, etc. Donc cette fonction, évidemment, vous pourrez vous en servir pour faire vos propres plots. Ok, partons sur du coup la définition. Donc avant toute chose, il faut rappeler qu'une série temporelle, ce qu'on appelle série temporelle ou série chronologique, c'est la réalisation dans le temps de t variables aléatoires. Donc c'est un chemin qui est indexé par le temps, une variable indexée par le temps. Cette indexation l'indexation par le temps fait qu'une branche de l'économétrie traite spécifiquement des séries temporelles, parce que l'indexation dans le temps, il y a une notion d'ordre. L'ordre temporel n'est pas modifiable. Donc, une série indexée par le temps est une série temporelle. Ça, c'est pour les choses un peu évidentes. Donc, ce qu'on veut regarder, c'est si cette série temporelle, la distribution de cette série temporelle, les moments de la distribution de cette série temporelle sont constants dans le temps. Donc c'est ce qu'on appelle stationnarité forte. Quel que soit l'intervalle de temps qu'on considérera sur cette série, si on prend des bouts, on souhaiterait que les moments de la distribution, si on traçait l'histogramme par exemple et la densité, que les moments soient constants dans le temps. Sauf que les moments, c'est pas seulement la moyenne, la variance, c'est aussi le squeeness et le kurtosis, pour la symétrie et l'épaisseur des queues. En général, quand on fait de l'économétrie, ce qui nous intéresse le plus, c'est les deux premiers moments. Donc la moyenne et la variance. On va étudier donc la stationnarité qu'on nomme de second ordre, ou une stationnarité faible, car c'est les deux premiers moments qui sont ici d'intérêt. Donc pour qu'une série temporelle soit stationnaire au second ordre, ça implique que sa moyenne soit constante. Donc ici, espérance de yt égale m pour tout temps, pour tout point, et que sa variance soit finie. Donc en fait, sa variance la notation c'est inférieur à l'infini, c'est-à-dire qu'elle explose pas. Et que la covariance entre la série temporelle, le processus yt, avec un temps passé ou futur t plus h, cette covariance ne soit dépendante que de l'intervalle de temps. Mais vous inquiétez pas, on va l'illustrer juste après.
l'intervalle de temps h. C'est-à-dire que si vous prenez une intervalle sur votre y, sur votre série temporelle, vous calculez la covariance sur cet intervalle-là. Si vous prenez la même intervalle un peu plus loin dans la série, eh ben, les deux covariances devraient être semblables. Ok, donc à partir de maintenant, quand on parlera de série non stationnaire, on fera référence à une série non stationnaire au second ordre. Effectivement, c'est extrêmement utile quand on fait de la série temporelle, et en réalité, c'est toujours le premier diagnostic que l'on cherche à faire, c'est évaluer si une série est stationnaire. Car tous les modèles qu'on va voir par la suite, donc les modèles ARMA, les modèles linéaires ARMA, etc., les VAR, tout ça implique des séries, donc les séries que vous modélisez, le taux de croissance du PIB, choses comme ça. Toutes ces séries-là ont la caractéristique d'être stationnaires. Donc c'est un intérêt pour tous les modèles qui suivront dans le cours. Donc pour illustrer un peu tout ça, voilà, là j'ai fait une relativement énorme cellule de code avec 5 processus, donc TS_1 jusqu'à TS_5. Ok, donc si vous ne comprenez pas exactement ce qu'il y a dedans, c'est simplement que je génère des séries avec des fonctions de NumPy. Et puis à l'aide de ce petit bout de code, je les affiche dans le graphique qui suit. Donc pour illustrer la première propriété, donc une moyenne finalement qui devrait être constante au cours du temps, on fait l'inverse. Là, je vous montre ce que c'est une non-stationnarité en moyenne. Donc vous voyez bien qu'ici, la moyenne, elle évolue au cours du temps. Il y a un trend linéaire. Pareil pour la variance, ici, sur le second graphique en haut à droite. Vous avez une variance, si vous mettez les doigts sur le graphique comme ça, vous voyez que la variance, au cours du temps, elle augmente. Pour illustrer la covariance, c'est un tout petit peu plus compliqué à faire, donc je me suis servi d'une décomposition sinus-cosinus. Et on voit ici que finalement, quand on prend un intervalle de temps, à la fin, typiquement de 150 à 200, ici, pour l'indice des abscisses, vous prenez cet intervalle-là, vous voyez que le 200e élément et le 150, mis en relation avec le 150e, ça ne va pas être la même relation que si je prends de 0 à 50. Okay, ça ne va pas être la même covariance, mais ça, je vais l'illustrer un tout petit peu plus loin. Et enfin, si on mixe les trois problèmes, c'est-à-dire une moyenne non constante, une variance qui explose, enfin alors là, typiquement qui s'accroît ici, et une covariance qui dépend du temps, et ben voilà, on a une représentation, si on mixe tous les problèmes potentiels, enfin toutes les caractéristiques d'une série non stationnaire, on voit le quatrième graphique ici. Enfin, une série stationnaire dans le cinquième graphique, si on voit que la moyenne semble être constante constante dans le temps, donc une moyenne de 10, okay, qui est évidemment bruitée, mais le bruit autour de cette moyenne-là, on voit que la variance est contenue dans une étroite bande entre 17 et 5. Okay, donc si on doit calculer une variance, a priori, dans le temps, quels que soient les sous-échantillons qu'on prendrait, ce serait la même. Ok, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est avant d'estimer n'importe quel modèle ou d'utiliser des séries économiques ou financières dans des modèles économiques, il est nécessaire d'étudier la stationnarité. Pourquoi? Parce que si vous mettez des séries non stationnaires de ce type avec ces problèmes ici, vous allez avoir des estimateurs qui sont plus valables. Les T de student vous donneront des fausses informations. Vous allez très souvent conclure à une forte significativité de coefficients, sauf qu'en réalité, ce sera ce qu'on appelle des régressions fallacieuses. En fait, ce que vous allez faire, imaginez deux séries avec des tendances linéaires. Si vous demandez à un modèle MCO simple de mettre en rapport ces deux séries qui auraient, par exemple, une en série en Y, une série en X, qui auraient deux tendances linéaires, ben en fait, ce que vous allez capter, c'est une forme de trend. Vous allez avoir une forte corrélation entre les deux, due au trend. Mais finalement, vous allez conclure certaines choses qui ne sont pas nécessairement vraies. C'est ce qu'on appelle ça régression fallacieuse, ou en anglais spurious regression. Une autre indication finalement d'un potentiel problème de non-stationnarité, c'est des t-stats, donc ça c'est relatif à la significativité, qui peuvent être très élevés, et un R carré très élevé. C'est-à-dire que si votre régression elle a un R carré à 0,9599, je ne veux pas dire que ça n'existe pas dans la réalité, mais c'est quand même suspect. C'est-à-dire que vous arrivez à mettre en relation des éléments qui ont une super correspondance et
quasiment parfaite. Vous arrivez à faire une prévision quasiment parfaite. Donc ça, c'est curieux. Donc quand vous avez des R carrés super élevés, c'est que potentiellement, vous n'avez pas stationnarisé une variable ou vous n'avez pas utilisé une variable stationnaire. Et les résidus, en général, vous constaterez beaucoup d'autocorrélation dans les résidus. Donc ça, c'est 3 façons de voir que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas quand vous utilisez un modèle de régression linéaire type ARMA ou même plus standard. Quand on parle de tests ADF, donc vous les avez déjà vus un petit peu au premier semestre. Alors moi, j'ai dû vous faire une présentation comme ça en série temporelle univariée. La construction des tests ADF part de l'analyse de 2 processus. Le processus TS, dit Trend Stationary, et processus DS. Donc ici, on ne va pas non plus rentrer dans le détail. Je vous renvoie vers les livres de Valérie Mignon et Sandrine Lardy, Économétrie des séries temporelles macroéconomiques et financières, ou Économétrie, théorie et application de Valérie Mignon. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on fait ici. Mais pour faire simple, à partir de ces 2 processus, Dick et Fuller ont construit leur test de stationnarité, donc c'est intéressant d'en parler un petit peu. Le premier processus, TS, il est défini comme suit. Donc ça, YT, c'est votre série temporelle, égale f de t. Donc f de t, c'est n'importe quelle fonction d'un certain ordre qui dépend du temps. Donc typiquement, une fonction d'ordre 1, ce serait un train de linéaire. Donc cette fonction-là, ce serait par exemple bêta t. Mais le t pas en indice, mais le t en explicative, plus epsilon. Et donc, quand on étudie ce genre de processus, imaginez yt égale bêta t, quand vous calculez l'espérance, vous allez tomber sur une moyenne qui dépend du temps. Donc ça veut dire une moyenne qui évolue dans le temps. C'est pour ça qu'on appelle ce processus trend stationary. Ça voudra dire que autour de cette moyenne, parce que le bruit epsilon t va venir bruiter cette moyenne, ça ne va pas être simplement une ligne droite ou une droite affine, mais ça va être bruité. Et ce bruit, si vous retranchez le train retranchez le train d'AYT, le bruit qu'il y a autour, ça va l'aplatir et finalement ce bruit-là, lui, sera stationnaire. La variance, ça veut dire que la variance, elle, est constante dans le temps. Donc c'est noté ici, donc espérance de y au carré t, c'est un terme constant, donc sigma carré epsilon. Alors que l'espérance de yt, comme je vous le disais, dépend du temps, donc c'est f de t. Donc ce sera la fonction, par exemple, bt, linéaire. Je le mets juste après, c'est l'exemple. Deuxième processus utile pour la construction des tests d'ADF, c'est le processus qu'on appelle différence stationnary. Donc ici, pour rappel, là, si vous voyez le 1-L puissance d, ça vous choque un petit peu. Le L, c'est simplement l'opérateur retard. Donc imaginez L, YT, et en fait, ça veut simplement dire qu'on a retardé une fois YT, donc c'est égal à YT moins 1. Donc prenons par exemple le petit d ici, c'est le coefficient d'intégration, voilà, terme technique. Considérez-le comme étant égal à 1 et faites le développement. Donc 1 fois YT moins L fois YT, donc YT moins 1. Donc on a YT moins YT moins 1 égale bêta plus epsilon t. De la même façon, pour voir comment la moyenne et la variance de ce processus se comportent, on les calcule. Donc l'espérance de YT ici va dépendre également du temps. La variance, c'est la nouveauté, dépendra elle aussi du temps. Donc ici, supprimer la tendance linéaire de la série ne suffit pas à stationnariser, étant donné que la variance aussi dépend du temps. Donc là, ici, on a un exemple, c'est l'exemple plus standard que vous retrouvez dans beaucoup de bouquins de la marche aléatoire. YT égale YT moins 1 plus epsilon. La différence première, ici, si vous prenez la différence première, c'est YT moins YT moins 1, ça la stationnarise. On est bien d'accord, parce que finalement, si vous calculez l'espérance de delta YT, vous avez l'espérance d'epsilon qui est 0. Donc ça, c'est un survol ultra rapide des 2 processus qui servent à construire le test DF. Avant de passer à la présentation formelle du test DF, il y a une façon graphique de repérer
la non-stationnarité ou la stationnarité de vos séries. Un petit peu comme quand on étudiait l'hétéroscédacité et l'autocorrélation. Vous avez vu, on regardait d'abord des graphiques. C'est une façon simple d'investiguer. Mais jamais suffisante. C'est-à-dire que les tests statistiques formels construits au fil du temps sont bien plus justes pour déterminer si une série est stationnaire ou non. Donc ici, de la même façon, donc là, le code, c'est simplement un code pour afficher des graphiques. C'est le même bout de code qu'il y avait dans la cellule précédente ici. Et donc j'affiche des graphiques, mais cette fois-ci, plot ACF. Okay, donc des graphiques d'autocorrélation. Plot ACF, je remonte un tout petit peu, c'est une fonction qu'on a extrait de statmodel.graphics.tsaplot. Okay, donc vous n'allez pas, avec Matplotlib, reconstruire vous-même les plots ACF avec l'intervalle de confiance, etc. Donc on utilise cette fonction de statmodel. Donc voilà sur quoi on tombe. Si on calcule, enfin si on plotte la fonction d'autocorrélation de la première série ici, de la non-stationnarité en moyenne, on tombe sur des autocorrélations qui décroissent très lentement avec le temps. Et cette caractéristique, les autocorrélations qui décroissent très lentement avec le temps, sont symptomatiques d'une série non stationnaire. C'est-à-dire que finalement, c'est des processus on les appelle de mémoire longue. C'est-à-dire que finalement, la tendance implique une mémoire. Au temps t, finalement, si tu veux savoir quelle est la valeur au temps t, ben, tu n'as qu'à regarder le trend déterminé par l'historique. Donc il y a une mémoire qui s'installe, et ça, c'est caractéristique des séries non stationnaires. En variance, par contre, vous avez une fonction d'autocorrélation qui décroît ultra rapidement. Ça, normalement, c'est caractéristique d'une série stationnaire, mais finalement, plotter la fonction d'autocorrélation simplement pour voir s'il y a de la non-stationnarité en variance, ça reste compliqué. C'est-à-dire que là, finalement, si vous écoutiez ce que je vous dis, c'est-à-dire que la fonction d'autocorrélation décroît ultra rapidement, on pourrait dire que c'est stationnaire. En réalité, ça ne l'est pas, vu que la variance varie avec le temps. Donc, finalement, l'outil de fonction d'autocorrélation n'est pas suffisant pour déterminer si une série est stationnaire ou non stationnaire en variance. Par contre, la covariance, donc qui dépend du temps, vous voyez ici, vous avez quelque chose d'assez caractéristique. Donc, ça décroît assez rapidement, mais ça a un certain pattern. Okay, et vous allez avoir une zone où les autocorrélations ne sont plus significatives, donc ne sont plus significativement différentes de 0. On dirait des autocorrélations nulles. Mais derrière, après, vous avez un sacré nombre d'autocorrélations qui réapparaissent comme étant significatives. Donc ça peut être la caractéristique d'une covariance qui n'est pas juste déterminée par l'intervalle de temps, mais qui dépend du temps. Ensuite, non stationnaire Hall, donc si on cumule ces trois problèmes, vous avez toujours cette lente décroissance des autocorrélations. Enfin, pour une série stationnaire, vous voyez que dès le temps 1, l'autocorrélation à l'ordre 1, vous avez quelque chose qui est significativement égal à 0, enfin non significativement différent de 0. Donc ça, ce genre de graphique d'autocorrélation tend à supposer que votre série est stationnaire. Donc je voulais vous faire un petit plus sur la covariance qui dépend du temps. Okay, donc ça correspondait à la série TS3 créée plus haut. Donc si je prends l'observation 0 à l'observation 24, okay, que je stocke ça dans une variable que j'appelle x1, qu'est-ce qu'on observe? Avec la fonction qui permet de calculer les autocovariances, okay, ici je prends la première autocovariance. Donc, parce que si vous mettez ici 0, ça va être la variance. L'autocovariance d'ordre 0 avec h égale 0, c'est la variance. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder les autocovariances. Donc les autocovariances à l'ordre avec un h supérieur à 0. Le 1, c'est l'autocovariance à l'ordre 1. Donc on voit ici que la valeur elle est à 20,95 sur ce sous-échantillon de TS3. Okay, donc 0 à 25. Si on prend un autre sous-échantillon un petit peu plus loin de TS3, donc que je stocke dans X2, vous avez
vous avez ici une autocovariance à 19,42. Ok, donc on voit qu'elle décroît. Alors je me suis peut-être trompé. Non, je me suis pas trompé. En réalité, finalement, les deux premières sont un peu proches, mais quand on regarde une autre intervalle ici de TS3, attendez, je refais tourner au cas où. Ok, donc là on tombe sur quelque chose de plus voilà. Donc ici, quand on regarde 11, c'est la première autocovariance pour le premier sous-échantillon, ensuite 27, ensuite 24. On voit que non, finalement, cette autocovariance à l'ordre 1, elle est instable dans le temps. C'est-à-dire que si je prends des intervalles de temps différents, on voit bien que ça bouge et que c'est pas stable. Donc ici, une petite boucle, je le fais en fenêtre glissante en fait, pour tous les faire, pour être exhaustif. Voilà ce que ça donne. La courbe en bleu ici, c'est TS3. TS3, donc TS3, c'est, pour rappel, celui-ci. Et la courbe en orange, c'est la courbe stationnaire, pour voir la différence avec une série qui est considérée comme étant stationnaire. Donc la courbe orange, ici, vous voyez bien que toutes les autocovariances que j'ai calculées à l'ordre 1, elles sont relativement stables et proches de 0. On voit? Vous voyez la chose? Donc ici, là, ça fait les montagnes russes. Donc ici, voilà, c'était pour illustrer une autocovariance qui varie avec le temps et qui ne varie pas avec le temps. Donc qui ne varie pas avec le temps correspondant à une série stationnaire et qui varie avec le temps correspondant à une série non stationnaire. Voilà, donc la prochaine petite vidéo, on attaquera le dur des tests de racine unitaire, donc avec une présentation un peu plus exhaustive d'ADF. Ensuite, je vous montrerai Philippe Perron et KPSS. C'est deux tests très souvent utilisés dans la littérature comme alternative pour tester la stationnarité et la non-stationnarité. À tout de suite.